On peut également croiser les informations recueillies avant l'apprentissage et après l'apprentissage. Oui, mais pourquoi faire? À l'inverse de l'évaluation normative, qui compare les individus entre eux, la démarche de comparaison, avant-après, dite aussi ipsative, vise à apprécier les progrès sur le plan individuel et porte plutôt sur les modifications intrapersonnelles. L'idée est d'offrir à l'élève une possibilité d'apprécier son progrès réel en fonction de son niveau de départ. D'un point de vue pratique, elle passe par l'utilisation d'un pré-test avant la séquence d'apprentissage et d'un post-test au terme de celle-ci. Ce dispositif permet de calculer le gain de l'apprenant et de mesurer l'effet d'apprentissage à la suite d'une activité pédagogique. Prenons l'exemple suivant. En tenant compte de son niveau de départ, il a 6 sur 10. Il lui manque donc 4 points pour atteindre le maximum. S'il obtient 8, il fait un bond de 2 points sur les 4 qui lui manquaient. Il a donc fait une progression de 50% dans la maîtrise de sa compétence. Parallèlement à la question du pourquoi, il est peut-être utile de se poser la question qui observe, qui évalue. Dans un dispositif, au cours d'une séquence, ce n'est pas en effet toujours l'enseignant qui observe. L'élève peut prendre en charge cet aspect. Il met alors en œuvre un processus d'auto-évaluation. Les élèves entre eux peuvent prendre en charge ces aspects. Cela correspond à l'évaluation par les pairs. Une évaluation peut être prise en charge par un système externe à la classe, comme lors d'épreuves standardisées ou grâce à des logiciels. ATI met en avant que l'auto-évaluation, où l'élève prend en charge l'évaluation, constitue probablement une des pratiques qui a le plus d'effet sur la qualité de l'apprentissage. Elle a une taille d'effet de 1,3 qui est parmi les plus élevées. Comment peut-on favoriser ce type d'approche? Par exemple, la technique des flashcards. Il s'agit de cartes comportant d'un côté la question et de l'autre la réponse, permet de mettre en œuvre ce principe. L'élève place les nouvelles cartes à apprendre dans une première boîte. Il prend une carte dans le compartiment étudié et essaye de trouver la réponse. La réponse est formulée en pensée. Puis, il regarde la correction au verso. S'il a répondu correctement, la carte est placée dans une deuxième boîte. Sinon, elle est remise dans la première. Les cartes dans la première boîte seront vues tous les jours, les cartes dans la deuxième tous les 2 jours, les cartes dans la troisième tous les 4 jours, et ainsi de suite. Comment peut-on envisager une évaluation où les apprenants s'évaluent les uns les autres? Les étudiants sont dans ce cas amenés à réviser le travail de leurs collègues, de leurs co-apprenants, et à exprimer un avis, une appréciation, une rétroaction sur leur travail. Les documents partagés, où on peut écrire à plusieurs mains, facilitent cette approche. Ils donnent la possibilité de pointer, à l'aide de commentaires, différentes zones du texte et de pratiquer l'évaluation par les pairs. Comme le montre l'exemple proposé, chaque personne peut ainsi apporter sa pierre à l'édifice et fournir une relance ciblée sur différentes parties du texte. Cette démarche doit être accompagnée par l'enseignant qui joue le rôle de guidant durant le processus de peer review. Comme le souligne l'étude de 2009 de Lee, Liu et Stuckelberg, les perceptions des apprenants quant à l'usage de l'évaluation par les pairs est souvent mitigée dans le sens que ces derniers ont parfois tendance à se méfier du feedback qu'ils reçoivent de leurs collègues et s'interrogent sur la légitimité et la pertinence et l'utilité de leurs remarques ou commentaires. Il semble donc important de leur fournir des critères d'évaluation univoques afin que leur feedback à leur pairs soit le plus constructif et précis possible. Ce recours à l'évaluation par les pairs ne doit pas être systématique, mais quand l'activité s'y prête, et surtout quand on a suffisamment outillé, formé les apprenants à cette démarche. Si nous revenons à notre schéma de départ, peut-on dire que le traitement de l'information fait référence à la question du comment? Tout à fait. On peut distinguer 2 logiques dans le traitement de l'information à partir de la production de l'élève. D'une part,
on peut juger des performances en la situant par rapport à d'autres personnes. C'est l'évaluation normative. D'autre part, on peut la situer par rapport à des objectifs à atteindre. Il s'agit dans ce cas de l'évaluation critériée. Quelle est la logique de l'évaluation normative? Si la courbe de Gauss peut être intéressante dans le cadre d'une recherche, pour objectiver par exemple un effet d'une démarche sur l'apprentissage, dans le cas d'une situation d'apprentissage, elle nous semble, avec son caractère relatif, moins pertinent pour évaluer le développement de compétences et ne s'avère donc pas l'outil le plus pertinent pour faciliter l'apprentissage. Elle consiste en effet à situer l'élève en comparant ses performances à celles d'un autre groupe d'élèves ayant réalisé la même tâche. Ce groupe de référence peut être réel, les résultats d'un élève en comparaison de ceux des autres élèves de sa classe, ou virtuel, une moyenne statistique basée sur un grand nombre de mesures, comme pour le calcul du QI par exemple, comme l'a montré il y a déjà longtemps Posthumus, un chercheur hollandais. Un enseignant qui privilégie cette approche tend toujours à ajuster le niveau de son enseignement et ses appréciations des performances de ses élèves de façon à conserver, d'année en année, approximativement, la même distribution gaussienne de notes. Deux élèves moyens, appartenant à deux classes différentes, obtiendront des résultats différents aux évaluations selon qu'ils appartiennent à une classe faible ou forte. Si la majorité des élèves est en difficulté, cet élève a plus de chances d'être surévalué. Il va être considéré parmi les plus performants alors qu'il est peut-être d'un niveau moyen. Si le niveau de la classe est élevé, l'élève a plus de chances d'être sous-évalué, voire d'être jugé trop faible pour être promu, alors que son niveau moyen lui permettrait sans doute de réussir malgré tout. Cette forme d'évaluation n'a pas beaucoup de sens dans une situation de formation, car elle caractérise le plus souvent des situations de compétition ou de sélection. Elle n'aide pas réellement l'élève à progresser dans ce qu'il apprend et entraîne souvent un mécanisme de comparaison sociale qui peut être un frein à la collaboration entre les élèves. Comment pouvez-vous définir l'évaluation critériée? L'évaluation critériée est, elle, davantage au service des apprentissages. Elle a plutôt pour but de situer l'apprenant par rapport aux objectifs ciblés. L'exemple issu du site partagerdespratiques.be, développé par Christian Wattier, repris sur la DIA, montre que l'enseignant peut également traiter de manière qualitative les données issues des multiplications écrites des élèves. Si une lecture verticale permet de dresser le profil de chaque élève, une lecture horizontale permet de mettre en avant les sous-objectifs à atteindre. Si la pose des termes de la multiplication ne pose pas de problème, en effet tout est en vert, on observe que les élèves sont davantage en difficulté sur les tables de multiplication et sur l'alignement correct des produits intermédiaires lors de la démarche d'addition. Ces lignes comprennent beaucoup de cases rouges, signe d'un niveau non atteint. En s'intéressant au processus de l'élève, cette analyse permet d'orienter le travail par la suite et de préparer des remédiations efficaces, car centrées sur des difficultés identifiées par individu et par objectif. Elle montre qu'un traitement qualitatif au détriment du quantitatif peut aboutir à une meilleure compréhension de la progression dans la maîtrise de la compétence.